pas de son. Oui, 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 j'y suis. Les simulations ne sont pas. Je peux pas venir. C'est comme ça. Excuse-moi, c'est bon. Voilà. Alors, hop. Pardon. On l'a compris, je pense. Je vais parler plus fort, comme ça dans le bureau d'à côté, ils entendent de manière sûre. Alors, je disais, dans les deux cas, que c'est le passage des grandes échelles aux petites échelles. Et ce qui se passe dans un truc, dès qu'il y a de la turbulence, ce qui se passe, c'est que quand j'attends en temps suffisamment long, même si je pars de données très régulières, je vais avoir un signal plutôt rugueux. Alors, il faut se mettre dans la peau d'un expérimentateur avant de faire de la théorie. C'est qu'un truc comme ça fait terriblement peur, parce que je refais exactement la même expérience d'avoir un signal complètement différent, et en plus, les régularités demeurent. Alors, je dis que c'est désordonné, mais ça dépend de quelle quantité je regarde. Si je regarde ça, je ne sais pas quoi analyser. Par contre, si je regarde l'incrément de vitesse, c'est-à-dire UX plus L moins UX, et que je vais faire une moyenne, moi, je me remets dans la peau d'un expérimentateur, je refais plein de fois la même expérience, et je fais une moyenne empirique, ce qui est le petit e, je vais regarder la variance de cet incrément, et sa dépendance par rapport à l'échelle L. Ce que les expérimentateurs voient, c'est une courbe qui semble quasiment toujours le cas, dans toutes les expériences où il y a de la turbulence, ils voient ici un endroit où il y a une voie de puissance en L puissance 2H. L'image en bas, c'est le signal complètement, on va dire un snapshot de la vitesse, en tout cas un truc 1D, un snapshot de la vitesse en temps long dans un écoulement turbulent, juste pour voir que c'est très très rugueux et que de là, je ne peux rien analyser. C'est une expérience ou c'est une simulation numérique? Celle-ci, c'est une simulation parce que j'ai pas accès j'ai pas les vidéos, enfin j'ai plus les trucs expérimentaux. Je les avais pas quand j'ai préparé le truc. Mais dans les trucs expérimentaux, on voit exactement la même chose. Si je regarde, je vous ai dit, ça si je regarde par rapport aux échelles. Maintenant, si je regarde ça en Fourier, je fais une transformée de Fourier spatiale et que je vais regarder les corrélations de la transformée de Fourier de ma vitesse entre K et K tilde, ça va être 1 Dirac fois une fonction qui dépend que du module de K. Et là encore, toutes les expériences font qu'à un moment, je vois une loi d'échelle, enfin une loi de puissance, en K puissance moins 2H plus D. Alors, le H, qu'est-ce que c'est? Ça dépend de quel phénomène turbulent on veut regarder. Dans la turbulence hydrodynamique, H, c'est un tiers. En turbulence d'onde, H, c'est un peu plus compliqué, c'est H moins D sur 2, ou D plus 1 sera la dimension du fluide sur lequel je regarde la vague. Alors, pour être un peu plus précis, quand je dis turbulence d'onde, c'est plutôt l'équation cinétique des ondes, ses équilibres. Certains de ces équilibres s'écrivent sous cette forme-là. Mais bon, c'est quand Zakharov a trouvé ces équilibres qu'il s'est dit, tiens, il y a des phénomènes très, très communs avec la turbulence et qu'il a eu l'idée d'appeler ça turbulence d'onde. L'idée de Kolmogorov, c'est de se dire, je ne vais pas résoudre Navier-Stokes, je vais juste essayer de donner des champs aléatoires qui me donnent à peu près ce comportement-là. Donc le E qui est ici, ça va vraiment devenir une vraie expérience mathématique. Ces objets aléatoires, c'est ce qu'on appelle des champs gaussiens fractionnaires. C'est une régularisation, au sens d'un Laplacien inverse, d'un bruit blanc. Un bruit blanc, c'est une distribution aléatoire, de telle façon que si je le teste contre une fonction phi, eh bien, en loi, ça va me donner une gaussienne de moyenne 0 et de variance, la norme L2 de phi. Alors, je teste que contre des fonctions déterministes, c'est-à-dire que je pourrais même définir ça comme une intégrale stochastique, il n'y a pas de question compliquée Ito-Stratonovich, parce que mon phi est déterministe. Si je suis en 1D, je peux vraiment le voir comme une intégrale de Riemann, où W, c'est le mouvement brownien. Il faut vraiment imaginer qu'il n'y a rien de... Il y a rien d'ici, même si W, c'est quelque chose de pas très régulier, enfin, c'est Hölder 1,5 seulement, j'ai quand même le droit de faire cette intégrale de Riemann. Bon, la seule chose à retenir, c'est que si je teste mon bruit blanc contre une fonction phi, c'est une gaussienne, et je peux avoir accès à toutes les corrélations. Si je fais les corrélations entre ce bruit blanc testé contre phi1 fois testé contre phi2, c'est le produit scalaire entre phi1 et phi2. Bon, si j'introduis un Dirac, j'écris ça sous forme d'une équation, d'une intégrale double, eh bien, je retrouve ce que j'écris en bas pour ceux qui ne voient pas, qui correspond à vraiment ce que disent les physiciens, c'est que les corrélations du bruit blanc entre x et y, c'est le delta x moins y. Pour faire des calculs formels,
on fait ça, mais il faut imaginer qu'on peut tout faire rigoureusement, du moins dans ce que je présente, tout faire rigoureusement en utilisant ici des distributions. Alors, je reviens sur l'objet qu'introduit Kolmogorov, le champ gaussien fractionnaire. Donc, c'est gaussien, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette caractéristique, c'est que la variance de l'incrément de vitesse ressemble à cette voie de puissance que je voulais avoir. Comme je suis gaussien, une petite conséquence ici, qui s'appelle le critère de Kolmogorov-Chenstov, implique que mon champ U est presque sûrement Hölder continu, pour tout indice de Hölder strictement inférieur à H. Si je traduis ça en Fourier, oui, voilà, bon. Si je traduis ça en Fourier, vous voyez que le Laplacien, c'est une voie de puissance en module de K. Donc, si je vais refaire mes corrélations, je vais retrouver le spectre d'énergie que vous avez mis dans le truc d'avant. Alors, les physiciens, ils me disent à chaque fois, oui, mais là, il y a un mode zéro, mais physiquement, il n'y a pas de mode zéro. Je reprends un peu cette analogie de la turbulence d'onde. Si vous imaginez qu'il y a un mode zéro, c'est-à-dire que le niveau de la mer augmente. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, les physiciens, ils disent, on fait violemment une régularisation infrarouge, c'est-à-dire que j'enlève une petite boule de taille epsilon autour du mode 0 et je fais en sorte que celle-là, voilà, je l'enlève, il n'y a aucun mode qui est excité à ce niveau-là. Alors, la notion de cascade, en fonction de la communauté dans laquelle on se balade, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Chez les probabilistes, la notion de cascade, c'est vraiment les champs gaussiens fractionnaires ou une version généralisée, les chaos gaussiens multiplicatifs, les champs multifractaux, enfin, et ainsi de suite, mais qui sont une généralisation basée sur ce champ gaussien fractionnaire. Chez les physiciens, c'est que ce soit un toy model ou que ce soit des expériences, je veux vraiment voir en Fourier ce spectre d'énergie avec ma loi de puissance. Chez les eudépistes, généralement, ce qui est appelé cascade, c'est l'inflation des normes de Sobolev. Ceci est souvent dû aux interactions entre modes de Fourier qui sont résonants. Soit on cherche à s'en débarrasser pour les gens qui veulent faire des formes normales pour essayer de montrer l'existence de solutions en temps très long, soit au contraire pour les gens qui font de la turbulence, qui cherchent vraiment à les attraper et à les décrire un peu finement. Alors, le but ici, c'est de construire une EDP de solution U excitée à une source aléatoire F et qui est dissipée à petite échelle par de la dissipation, par exemple de la diffusion. Par aléatoire, je veux dire que ma source, elle est statistiquement stationnaire et homogène. C'est-à-dire que sa covariance entre xt et ys, c'est une fonction qui dépend que de t moins s et de x moins y. Alors, déjà, petit souci, c'est que si je suis statistiquement homogène, en gros, ça veut dire que mes statistiques, c'est les mêmes à chaque point où je vais faire mes expériences. Si je suis statistiquement homogène, ma fonction, elle ne va pas décroître. Donc, sa transformée de Fourier, ça ne sera pas quelque chose de ponctuellement. Donc, si je regarde sa transformée de Fourier et que je regarde ces corrélations entre K1 et K2, dû au fait que je suis statistiquement homogène et que je ne suis pas décroissant, il va apparaître un Dirac en K-1, K1 moins K2, et fois une fonction qui est ce truc-là. Ça, c'est l'équivalent du spectre d'énergie. Alors, quand je dis que je le regarde à grande échelle, c'est regarder à petit nombre de Fourier, et c'est-à-dire que ce spectre d'énergie ici, que F est spectralement localisé entre un epsilon et un Rmax. Je vous dis un epsilon parce que j'ai dit que je ne veux pas de mode 0 et je veux vraiment sauver une petite borne proche du mode 0 où il ne se passe rien. Ce qui m'intéresse, c'est de construire cette solution de telle façon que ma solution a un certain comportement. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire que ma dissipation agit que sur les petites échelles ou les grands nombres d'ondes. Si par exemple j'introduis de la diffusion comme un Laplacien, si la viscosité est petite, vous voyez que l'échelle à laquelle j'introduis mon forçage et l'échelle à laquelle je dissipe de l'énergie sont à des échelles bien séparées. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la solution va passer de l'un à l'autre. Alors, plus précisément, je vais regarder, alors je dis rien sur le temps, je vais regarder en temps suffisamment long, je ne sais pas trop quoi dire sur le temps pour l'instant. Je vais regarder les corrélations entre K et K2, et exactement comme pour la source, je vais vouloir que ma solution soit statistiquement homogène, et c'est-à-dire qu'en Fourier, c'est A1K moins K2,
Et c'est ce truc-là dont je veux regarder l'évolution, qui est le spectre d'énergie, ce que les physiciens généralement récupèrent expérimentalement. Ce que j'attends, c'est que pour des petits nombres d'ondes, eh ben, son comportement est dicté par la source. Puis, une fois que ma source est plus, qu'elle donne plus d'énergie à ces nombres d'ondes-là, ce qui se passe, c'est que là, d'un coup, ça décroît jusqu'à trouver une autre échelle où c'est la dissipation qui relaie, c'est plus que décroître, là, l'écrase. Pardon, excuse-moi, je peux t'interrompre? Oui. Je n'ai pas très bien compris là ce que tu cherchais. Enfin, disons que tu cherches un modèle, une EDP, qui va être tel que tu as la propriété en rouge là, sur les corrélations du spectre de ta fonction, c'est ça? Oui. Donc ça, tu dis, je veux un modèle qui vérifie ça. Qui vérifie ça, oui. Et ce que tu dis, c'est que pour tout modèle qui vérifie ça, on s'attend à avoir une pente? Non, c'est que je dis que je veux un modèle qui s'écrit sous cette forme-là, et je veux que ce truc-là, il ait cette forme-là. Comme ça. D'accord. Donc tout ça, ça fait partie du cahier des charges? Du cahier des charges, des physiciens. D'accord. Et dans le cahier des charges, dans cette zone-là, cette zone-là, eh ben, il y a une partie où je suis en loi de puissance, en K puissance moins 2H plus D. Et c'est cette zone-là qui intéresse les physiciens. Et l'idéal, ce serait de comprendre dans quel régime ce truc-là est une bonne approximation de la solution. C'est-à-dire, si je suis en temps suffisamment long, j'ai regardé les nombres d'ondes suffisamment grands, même si c'est suffisamment petite, je m'attends à ce que ma solution ressemble au champ gaussien fractionnaire introduit par Kolmogorov. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir cette image-là pour Navier-Stokes pour la turbulence hydrodynamique ou pour Waterways pour la turbulence d'onde, et de bien comprendre quel est le régime en fonction de la faible viscosité, des faibles non-linéarités, du temps long, où ceci est valide. Évidemment, ça, j'en suis strictement incapable. Et ce que je vais faire, c'est juste construire un modèle joué linéaire. Alors, pourquoi ça peut paraître bizarre de faire de la turbulence linéaire, mais l'idée vient d'un papier de Laure et Diff où ils étudiaient les ondes internes dans un aquarium avec un angle. Et ce qu'ils observent, c'est que même s'ils sont partis de données initiales régulières, eh bien, de données initiales régulières et qu'ils ont excité ça avec une onde monochromatique, ils observent un cycle limite. Et avec l'apparition de ce cycle limite, ils voient en l'infini une brusque chute de régularité. Donc on s'est dit que là, c'était typique d'un phénomène de turbulence, où normalement, je suis linéaire, je devrais avoir le même type de régularité, et poum, d'un coup, j'en perds. Alors pour simplifier un peu, je vais enlever la diffusion, de façon que je vais avoir que cette partie bleue de la zone d'injection, cette partie rouge où ça va cascader. Alors c'est plus compliqué mathématiquement, parce que c'est ça qui introduit toutes les difficultés et l'irrégularité, mais les expressions seront plus faciles à écrire. Je vais faire deux autres hypothèses. Je vais considérer que ma source, elle est gaussienne, et même mieux, elle est delta corrélée en temps, c'est-à-dire que c'est un bruit blanc en temps. Ces corrélations en Fourier, c'est delta corrélée en K et en T-S, et puis il y a cette fonction-là que j'ai dit qui est spectralement localisée. Et maintenant, je veux que mon équation, elle vérifie ça. La brique de base pour construire ça, c'est comprendre comment, à partir de cette source-là, je peux réussir à construire un bruit blanc en espace. Alors, question, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai dit que finalement, les cascades, c'est un transport, si je le vois ça, comme un transport en Fourier. Je veux partir, je veux pas de mode 0, donc je force mon truc à ne pas avoir de mode 0. Je dis que f excite que des bas nombres d'ondes. Je veux que cette équation, elle transporte mes bas nombres d'ondes vers les hauts nombres d'ondes. C'est faire pour cascader. Imaginez, oubliez toutes les difficultés d'intégration, parce qu'ici, c'est delta corrélé en K et en T, donc ce n'est pas si facile de résoudre cette équation, mais oubliez ça, soyez formel, c'est une belle équation de transport, vous pouvez la résoudre explicitement, on résout, on prend ces corrélations, on repasse en Fourier inverse, et je regarde qu'est-ce qui se passe en temps long. En temps long, je vois que ma solution ressemble à un bruit blanc, dans le sens où ces corrélations, c'est le Dirac plus un psi qui est régulier. Ce psi, c'est ce qui représente la partie bleue ici. Et ça, là, je vous ai dit, je n'ai pas encore le champ gaussien fractionnaire, mais j'ai un truc qui ressemble déjà à du bruit blanc. Alors, évidemment, cette partie-là, elle n'est pas du tout rigoureuse, parce que j'ai fait des calculs très formels. Alors, il se trouve que si je suis en 1D
cette équation, je peux la réécrire dans l'espace physique de manière très simple. Le fait de ne pas avoir mode 0, c'est des deux moyennes nulles. Et l'équivalent de mon transport selon le module de K, c'est x fois la transformée de Hilbert. Et là, je peux refaire tous les calculs explicitement et retomber sur cette formule. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu de généraliser ça, mais en dimension quelconque, et surtout pour introduire cette loi de puissance décroissante. Ce qui fait ça, en Fourier, l'équation que je vous ai dit que je veux construire, si je la pense en Fourier, c'est celle-ci, où j'ai ma partie en transport, que j'écris sous forme conservative, mais je vous dis que si j'ai juste la partie transport, je vais avoir du bruit blanc, donc il faut que j'introduise quelque chose qui me fait perdre de l'énergie, entre guillemets, pour régulariser. Et bien ce truc, c'est ce terme-là. Qu'est-ce que ça fait? Là, cette équation, elle est uniquement radiale, et la partie angulaire, enfin, radiale en Fourier et la partie angulaire en Fourier, elle ne dépend que de la force. Donc c'est un paramètre. C'est-à-dire que je peux résoudre assez facilement cette équation pour chaque paramètre θ, je peux résoudre cette équation de manière explicite. Je refais pareil, mes calculs d'un point de vue purement formel, et que ce que je trouve, c'est que je peux calculer explicitement mes corrélations entre K et K', et mes corrélations, elles me donnent ma loi de puissance souhaitée, fois une fonction f, je l'écrirai après, et le delta K moins K'. Donc déjà, première remarque, je suis statistiquement homogène, c'est ce que je voulais, et ce qui est l'équivalent de mon spectre d'énergie, donc la courbe que je cherche à avoir, c'est ce truc-là. Donc là, j'ai déjà ma loi de puissance, maintenant j'ai juste à comprendre ce que c'est que ce F. Ce F, il dépend de la source. Si je suppose que ma source, elle est spectralement localisée pour des modules de K entre epsilon et R max, ce que fait ce grand F ici qui intervient dans mon spectre d'énergie, c'est que d'abord, il va croître dans la zone où est spectralement localisée ma source, puis il va devenir une constante jusqu'au moment où le module de K est égal à T plus epsilon, où ça va décroître jusqu'à s'écraser. Maintenant, si je regarde en temps un peu plus long, qu'est-ce qui se passe? Que la zone où cette partie est constante, elle grandit. C'est un peu une démonstration visuelle de comment je retrouve ma loi de puissance. C'est-à-dire que quand je vais avoir mon temps infini, ça va être une constante plus un truc régulier, ce petit chapeau, qui est spectralement localisé ici. Donc si je regarde dans un nombre d'ondes suffisamment grand, j'ai exactement la loi de puissance souhaitée. Maintenant, on va chercher à faire ça de manière un peu plus rigoureuse. Alors, rigoureuse, c'est que je veux réécrire cette équation, mais dans l'espace physique. Donc, j'introduis simplement l'opérateur relié à ce transport de Fourier plus la partie de régularisation par H. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de Laure et Div, quand ils ont étudié les ondes internes, c'est un opérateur de degré zéro. Et il se trouve que là aussi, c'est un opérateur de degré zéro, au sens où son symbole principal, c'est puissance K, puissance 0. Ce que je veux dire par symbole principal, si j'écris A de U comme l'intégrale de son symbole du mode de Fourier et de la transformée de Fourier de U, son symbole, c'est un truc en K sur module de K plus un truc en 1 sur K. Donc son symbole principal, c'est K sur module de K, ce qui veut dire que c'est vraiment un opérateur de degré zéro. Maintenant que j'ai défini cet opérateur, il faut quand même que je l'écrive dans quel cadre fonctionnel il vit. Je vais supposer que mes fonctions, elles sont L2. L2, pourquoi? Pour prendre mon transformée de Fourier. Et je vais faire en sorte que ma transformée de Fourier soit nulle dans la boule ouverte, strictement plus petite que epsilon. C'est ce que je souhaitais avoir. Je voulais sanctuariser le fait que je n'ai pas d'infiniment petit nombre d'ondes. Le domaine de cet opérateur, c'est X, de telle façon que le transport en Fourier soit toujours bien défini, donc il soit L2. Et en plus, du coup, comme mon transport selon le module de K est bien défini, que du coup, U, chapeau, et H1 par rapport au module de K, j'ai le droit de prendre la trace, et je vais mettre dans mon espace fonctionnel que la trace, quand le module de K est égal à epsilon, qu'il soit égal à 0. Donc c'est vraiment pour me remettre, pour prendre en compte cette condition de bord. Enfin, condition de bord en Fourier, pas en espace physique. Avec ce cadre fonctionnel, je peux montrer que l'opérateur, il est un peu bizarre, dans le sens où il n'est pas normal. Si je choisis H de telle façon que mon opérateur soit antisymétrique, il n'est pas anti-adjoint. Son domaine est strictement inclus dans le domaine de son adjoint. Autre chose, il n'a pas de spectre discret non plus, mais tout se passe bien, il génère quand même un semi-groupe continu de contraction, donc si ma source est assez régulière, le problème est bien posé. Alors, régulière, elle ne l'est pas. Je vous ai dit qu'elle est rugueuse.
Alors, si je choisis ma source de telle façon que ce soit une convolution spatiale entre une fonction phi spatiale très régulière et un bruit blanc espace-temps, ce choix de fonction me donne exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est statistiquement stationnaire et homogène. Eh bien, si je définis ma source comme ça, je peux faire ma formulation d'UML de l'équation, et ma formulation d'UML va faire en sorte que mon semi-groupe de contraction s'applique qu'à la fonction phi qui, elle, est régulière, et pas au bruit blanc, ce que je n'aurais pas le droit de faire. Donc, cette expression, il faut la voir vraiment comme le bruit blanc espace-temps testé contre mon semi-groupe appliqué à ma fonction régulière. Alors, il se trouve que cette fonction, alors, elle est unique aussi, enfin, elle est presque sûrement unique au sens où la probabilité, si je prends deux solutions, la probabilité que U1 soit égale à U2 presque partout, cette probabilité est égale à 1. Cette solution, elle est régulière, elle est Hölder régulière en temps, mais surtout, elle est régulière en espace. Par régulière, je veux dire que si je prends son incrément, donc c'est UX plus L moins UX, et que je veux regarder la variance de ce truc-là, je peux prouver que la variance de ce truc-là est bornée par L carré, et donc par le même critère de Kolmogorov que je vous avais dit auparavant, eh bien, ça veut dire que ma fonction est lipschitzienne. Je peux refaire ça pour chaque dérivée de U, donc ainsi ma fonction, en temps fini, elle est indéfiniment régulière. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Ce que je veux, c'est que mon comportement de turbulence apparaît en temps infini. Comme c'est parfaitement régulier, je ne suis pas obligé de me poser la moindre question. Je peux calculer mes corrélations. Et mes corrélations me donnent exactement le spectre d'énergie de la partie formelle fois le mode de Fourier en x1 moins x2. Ça justifie encore une fois que ma fonction est statistiquement homogène, cette fois de manière rigoureuse, parce que les corrélations entre x1 et x2 ne dépendent que de x1 moins x2. Je rappelle que cette fonction f, ce qu'elle fait, ce à quoi elle ressemble, c'est ceci. Donc, si ma source était spectralement localisée entre epsilon et Rmax, ma fonction f, il y a la partie avant Rmax où elle croît, et puis elle reste constante, et puis elle s'écrase. Maintenant, je peux décrire beaucoup plus finement la régularité en temps infini si je me place dans le cadre où h il est strictement compris entre 0 et 1. Ce que je vais montrer, c'est que si h est strictement compris entre 0 et 1, même si ma fonction est indéfiniment régulière, en temps infini, elle ne va être que Hölder continu. Alors, pourquoi ça? C'est exactement, encore une fois, l'application du critère de Kolmogorov-Chenstoff. C'est que je vais chercher à calculer ce truc-là. Ce truc-là, comme c'est l'espérance d'une différence, je développe, et en développant, la seule partie compliquée, c'est la partie qui fait appel aux corrélations. Et dans les corrélations, ce f, quand le temps tend vers l'infini, je vous ai dit qu'il y a une partie qui est constante plus une partie régulière, et c'est la partie qui fait cette constante en intégrant ici qui va me faire apparaître ce L puissance 2h. Et voilà. Donc je suis régulier, et à l'infini, je ne le suis plus. Alors, si je ne suis pas entre h et entre 0 et 1, je peux continuer à avoir des types de raisonnements au sens des distributions, mais ça ne donne pas les résultats attendus par les physiciens. Résumé, si je pense mon équation en Fourier comme une équation de transport plus un truc qui va un peu me régulariser ça, je peux l'écrire de manière rigoureuse dans un bon cadre fonctionnel dans l'espace physique, et je peux calculer explicitement ces corrélations, et celle-ci va me donner exactement le spectre que je veux, donc c'est-à-dire cette forme-là. Donc, si je regarde les corrélations entre K et K tilde, je vais avoir mon Dirac entre K moins K tilde, un truc qui croît, et puis boum, d'un coup, ma loi de puissance, et une brusque chute de l'irrégularité. Alors, j'ai dit que c'est Kolmogorov 41, mais ce n'est pas tout à fait la théorie de Kolmogorov, parce que je vous ai dit que non, je dois ajouter de la dissipation et voir que ça s'écrase avec de la dissipation. Pour le rajouter, ça va être très simple. Je peux même faire mieux. Je peux construire avec ce type d'équation n'importe quel spectre. Donc, je vous mets un spectre souhaité, par exemple, en océanographie, qui est le spectre de John Swap. Je vous écris l'expression, mais bon, c'est pas du tout important. La seule chose qui compte, c'est que c'est la forme que ça a, se dire il existe une expression, et ce spectre, c'est un spectre expérimental. À se dire, tiens, est-ce que mon équation peut le construire? Bien oui, je peux le construire, donc c'est-à-dire que j'ai juste remplacé ma loi de puissance par ce spectre. La seule chose que je dois faire, c'est modifier mon terme de régularisation ici, garder ma partie transport et
pour l'enlever, eh ben, j'introduis un potentiel U dont je connais la formule explicite par rapport au spectre souhaité. Je souhaite ce spectre, je calcule U, et ben, j'ai mon équation, et après, ben, mon équation va me donner à l'infini ce spectre. Alors, je ne suis pas encore tout à fait satisfait du cadre fonctionnel, parce que le cadre fonctionnel met très bien en avant la brusque chute de régularité entre le temps fini et le temps infini, mais malheureusement, le cadre fonctionnel, on ne peut pas mettre dans le même cadre fonctionnel la mesure invariante, donc c'est-à-dire ce qui se passe à l'infini et ce qui se passe en temps fini. Alors, c'est d'autant plus important que c'est nécessaire pour faire du numérique. Alors, le numérique ici est un peu délicat. Premièrement, je cherche à avoir un comportement en temps long. Deuxièmement, je veux que le comportement en temps long, il atteigne, qu'en temps long, j'arrive à atteindre un état stationnaire. Et je veux bien approximer cet état stationnaire. Donc, ça nécessite deux choses. Premièrement, que j'arrive à conserver ma symétrie radiale, si je veux avoir ma loi de puissance, enfin ma symétrie radiale en Fourier, si je veux vraiment avoir ma loi de puissance. Et deuxièmement, il ne faut pas que j'introduise trop de viscosité, de diffusion numérique. Alors, je vous réécris l'équation, mais j'ai enlevé les couleurs, parce que cette fois, les couleurs vont faire presque la même chose, et j'ai rajouté de la viscosité. Donc, la viscosité, c'était un Laplacien, là, c'est un K carré. Alors, pourquoi je rajoute de la viscosité? Point de vue numérique, c'est un peu essentiel, parce que comme j'ai une loi de puissance, je vais avoir un truc décroissant, mais si je rajoute la viscosité, je vais avoir un truc qui va s'écraser, et s'il s'écrase, ça va me permettre de dire numériquement, pas gérer des effets de bord, me dire, comme je sais que ça va s'écraser, je vais pouvoir mailler sur une zone finie en me disant que je vais mailler après la zone où ça s'écrase et je mets n'importe quoi sur les bords, c'est pas grave. Alors, pour le premier problème, conserver la symétrie radiale, la stratégie, c'est de faire un maillage un peu bizarre. C'est de faire un maillage curviligne en arc de couronne. Alors, avec ce maillage, je fais une méthode type volume fini, je fais ma semi-discrétisation en espace et j'obtiens ceci. Attention, où j'ai pris un schéma, on va dire, de type upwing. Attention, à cause de ce maillage un peu curviligne bizarre, le pas d'espace spectral est un peu, sa formule est un peu compliquée, pas essentiel de comprendre la formule. La seule chose qui est essentielle, c'est de voir que ce n'est pas simplement le volume. Que c'est une équation compliquée du rayon intérieur de l'arc de couronne que je considère et de son rayon extérieur. Le coefficient qui est ici, c'est les pertes, donc c'est ce qu'il y a là, plus un truc qui est encore dû au fait qu'il y a dans ce maillage des curvilignes, il y a un truc de réarrangement géométrique qui apparaît quand je fais mon flux upwing, qui doit se rajouter ici. Maintenant, pour ma deuxième question, je veux attraper un comportement en temps long. Ce que je fais, c'est un splitting. Je sépare en deux parties cette équation. Une partie où sur une maille, complètement indépendamment des autres, je vais enlever ma partie transport et je vais juste gérer la partie où j'injecte de l'énergie et je dissipe de l'énergie. Donc, c'est un processus de Ornstein-Uhlenbeck parce que ma fonction ici, elle est delta corrélée en espace et en temps. Alors, le fait que ça soit aléatoire, ça rajoute aussi encore un peu de difficulté, aléatoire surtout irrégulier, ça rajoute un peu de difficulté, notamment, je me dis, je vais avoir du temps long, mais je ne peux pas trop me permettre de regarder des schémas d'ordre élevé. Enfin, le prix à payer en aléatoire des schémas d'ordre élevé est très cher. Donc, voilà, j'ai séparé cette partie-là, et maintenant, je vais prendre la partie transport, juste ici, qui fait juste transporter, où je connais à l'instant d'avant les trucs en rouge, et j'ai juste ce transport. Ce que je veux, ce n'est pas introduire de diffusion numérique. Donc, je vais pouvoir faire en sorte que ces deux équations, ce soit la version discrète, enfin temporelle discrète, ce soit des schémas exacts. Pour l'équation de transport, pour que ce soit schéma exact, il faut que je prenne ma CFL égale à 1, ce qui veut dire que mon pas d'espace, il doit être égal à delta t, donc il doit être constant. Or, avec cette formule compliquée, on voit que si je ne suis pas en 1D, si je suis en 2D ou en 3D, ça va vouloir dire que mes mailles ne sont pas de même volume. Donc j'ai un maillage curviligne et inhomogène. Et ça me permet ici d'avoir une partie transport exact. La partie Ornstein-Uhlenbeck, il existe des schémas exponentiels exacts. Donc dans les deux cas, je suis exact, je fais un coup l'un, je fais un coup l'autre, ce qui fait que je n'introduis pas de diffusion numérique. Et miraculeusement, je fais mes simulations et je reprends les quantités qui m'intéressent, c'est-à-dire le spectre d'énergie, et j'obtiens pile la loi de puissance que je veux. Alors la partie ici du plus clair au plus opaque, c'est là où j'ai mis le plus de viscosité vers le moins de viscosité. Donc, plus j'ai de viscosité, plus ça écrase et plus rapidement j'atteins un régime stationnaire et plus moins j'ai besoin de temps de calcul.
La version variance de l'incrément, évidemment, les résultats sont moins bons. Pourquoi? Parce que je dois faire une transformation avec Fourier inverse dans un maillage un peu bizarre avec des volumes qui sont inhomogènes. Alors, c'est même mieux, ces volumes sont plus fins, proches ici, et de plus en plus gros quand je m'éloigne. Alors, je vous ai dit, c'est important de savoir quelle quantité je veux regarder. C'est pareil numériquement, si je prends juste ma solution en 1D ou en 2D, je vois un truc qui ressemble à rien. Enfin, je vois du bruit, mais je suis incapable de l'interpréter. Alors que là, je suis capable d'interpréter et vraiment voir ces lois de puissance. C'est ici que les bons espaces fonctionnels dont je vous parlais avant seraient essentiels, parce que c'est super, les simulations marchent, mais j'ai aucune preuve de stabilité. Pour faire une preuve, eh ben, il me faudrait cet espace fonctionnel. Alors, il se trouve qu'avec Ricardo et Charles-Édouard, il y a quelques semaines, on a trouvé un bon cadre fonctionnel basé sur des compositions en ondelettes qui permet d'avoir la mesure invariante dans le même espace, qui est adapté à la discrétisation, mais qui n'est pas encore adapté au splitting. Excuse-moi. Ouais. Tu as dit j'ai aucune preuve, mais tu n'as aucune preuve de quoi? De la convergence du schéma. Ah, d'accord. Pardon, ouais. De la stabilité du schéma. Ça fait une belle illustration, mais je n'ai pas de preuve. Alors, avec Isabelle et Ricardo, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la brusque chute de régularité en temps infini. Est-ce que c'est dû à l'opérateur qui est degré 0 ou est-ce que c'est dû à ma source? On s'est remis dans le même cadre que Laure et Yves en faisant une excitation monochromatique avec un G qui est spatial et très régulière. Et on veut regarder un principe de grande amplitude, c'est-à-dire je vais filtrer par la fréquence d'excitation et je vais regarder quelle est la régularité de U infini. Il se trouve que U infini, on peut montrer que c'est H moins 1,5 Hölder. Dans le cas où ma source était aléatoire, c'était H, et là, c'est H moins 1,5. Mais j'ai toujours ma chute de régularité. On est en train de montrer que génériquement, si je prends n'importe quelle source en variable séparée, que génériquement, on voit une chute de régularité. Enfin, on est en train de montrer, ce n'est pas encore tout à fait au point. Petite remarque intéressante, c'est que si je prends le dual de mon opérateur que j'ai défini, celui-ci réalise une cascade inverse. C'est-à-dire que cette fois, si ma source, ce n'est pas une source qui est excitée, dont les bas nombres d'ondes sont excités, mais les hauts nombres d'ondes, donc c'est une source qui a des petites échelles, pas des infiniment petites échelles, mais au moins des petites échelles, cette équation fait l'opposé, c'est-à-dire qu'elle fait remonter, qu'elle va donner à ma solution des grandes échelles, ce qu'on appelle des cascades inverses. Alors, le modèle que je vous ai présenté, il est linéaire, ce qui veut dire qu'il est extrêmement pauvre en termes de description de la turbulence. Ça décrit bien Kolmogorov 41, mais ça ne décrit pas du tout le phénomène d'intermittence. Alors, pareil, comme pour la turbulence, l'intermittence, ce n'est pas très clair pour moi ce que ça veut dire, mais je retiens 3 caractéristiques clés. La première, c'est que si je suis intermittent, je ne peux pas être gaussien. Si j'étais gaussien et que je connais ma variance, je peux connaître tous les autres moments. L'intermittence fait que les moments ne peuvent pas se décrire aisément à partir simplement de la variance. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas des lois pH qui sont linéaires en P. Troisième chose que je retiens de l'intermittence, c'est que la solution de mon équation linéaire, je vous ai dit qu'elle est Hölder continue, avec le même exposant de Hölder. Pour un phénomène intermittent, l'exposant de Hölder varie spatialement. Alors, comment on pourrait faire pour ajouter de l'intermittence dans notre modèle? L'idée, ce serait de dire, il faut casser la gaussianité. Pour casser la gaussianité, la partie que je vous ai dit qui était en H plus 1,5 sur module de K, que je vous ai dit qu'on peut faire un potentiel quelconque qui dépend du module de K, comme je veux casser la gaussianité, soit je dis que ce potentiel est aléatoire, soit carrément, j'introduis une non-linéarité. Si on introduit une non-linéarité trop forte, ça se trouve, le modèle sera plus compliqué que Navier-Stokes. Donc, pour l'instant, on est déjà juste en train de regarder ce que ça fait si je rajoute un caractère aléatoire. Je vous rappelle que si j'avais pris mon potentiel comme étant H plus 1,5 sur module de K, en temps long, la solution se comportait comme un champ gaussien fractionnaire plus un truc régulier. Un exemple de champ intermittent présent dans la turbulence, qui est là, on va dire, le chaos gaussien multiplicatif, c'est une généralisation de ce champ gaussien où j'ai ajouté un truc en magenta qui est l'exponentielle d'un champ log corrélé. Alors, je dis l'exponentielle, c'est l'exponentielle d'un champ log corrélé renormalisé. Enlever ce truc-là pour que ce truc-là soit d'espérance finie. L'idéal, ce serait de savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute ici pour avoir une solution qui, statistiquement, en temps long,
ressemble à ce truc-là. Alors, bah, je ne sais pas si c'est faisable en temps physique. Bien, je vous remercie pour votre attention. Des questions? J'en ai, Tiens, ouais, vas-y. moi, j'en ai quelques-unes. Ouais. Je vais y aller tant que les autres soient moins timides. Mais en fait, je me posais des questions sur la forme de l'opérateur linéaire que tu prends. Pourquoi est-ce que tu prends quelque chose qui a cette forme-là? Enfin, j'entends que ça finit par répondre à ton cahier des charges, mais j'ai l'impression que vous avez derrière la tête un peu plus de structure que ce que tu nous dis. Enfin, est-ce que ça correspond à la... Enfin, par exemple, pourquoi est-ce qu'on prend un transport par un champ qui est de degré zéro? Est-ce que c'est lié au fait que quand tu regardes des ondes internes, ta relation de dispersion, elle est aussi de degré zéro, par exemple? Oui, alors en fait, Et attends, les ouais. autres aussi. Et est-ce que cet opérateur de linéaire, là, il correspond à une linéarisation? Enfin, tu vois, quand tu écris ton équation d'onde cinétique super compliquée et que tu la linéarises autour de solutions stationnaires bien choisies, ça te donne un truc qui a à peu près cette structure-là ou rien à voir? Enfin, c'était ça un peu. Alors pour les deux questions, la première, en effet, le côté degré zéro, pour moi, c'était essentiel, mais ça venait dans l'article de Laure et Yves, du moins ce que Ouais. le truc que moi j'en ai compris, c'est qu'à un moment, il y a un truc enfin, si je reprends un guide d'onde, tout simplement, enfin, je prends un guide d'onde, j'ai du spectre continu, et comme si j'ai du spectre continu, que je veux, et ben enfin, les modes propres, c'est des exponentielles EIKX. Et eux, ils sont pas dans l'énergie, ils sont pas L2, donc je suis obligé d'introduire des poids. Et ce que j'ai compris dans l'article de Laure, c'est qu'ils font la même chose dans le cas des ondes internes, parce qu'ils sont degré zéro. Le fait d'être, même si on est sur un borné de degré zéro, on peut quand même avoir du spectre continu. Et comme ils ont du spectre continu, ils veulent regarder en temps long les vecteurs, à quoi ressemblent les vecteurs propres généralisés. Et les vecteurs propres généralisés, c'est exactement de la même façon que pour le guide d'onde, j'étais obligé d'introduire un poids. Eux, ils sont obligés d'introduire un poids, mais qui fait apparaître des dérivés. Donc c'est là où ils sont obligés de perdre des dérivés. C'est-à-dire que leurs vecteurs propres généralisés sont moins réguliers que la solution. Et qu'en temps long, ça converge vers ça. Donc c'est ça qu'on a voulu, qu'on a voulu singer en se disant le fait que d'être de degré zéro, c'est essentiel. Mais on n'a pas pu utiliser les résultats de l'or simplement parce que l'or, son opérateur, il est auto-adjoint. Voilà. Et pour la deuxième question. Mais alors, attends, mais je n'ai pas fini. mais toujours sur cette histoire de degré zéro, je comprends ce que tu dis sur la perte de régularité en temps grand, mais vous avez essayé avec un transport par des opérateurs qui n'étaient pas du tout de degré zéro et tu constates que ça ne donne pas de perte de régularité ou... Ouais. Ouais. Enfin, on a essayé quelques trucs. Hein. On n'a pas génériquement essayé, mais quelques exemples. Pour la deuxième question, plus que l'équation cinétique des ondes, ce serait plutôt l'équation d'action. L'équation d'action, c'est que, alors, au lieu de faire sur les ondes, au lieu de faire des interactions entre modes de Fourier, on fait des interactions entre modes WKV. Et en faisant ça, il y a la partie collision et il y a une partie transport qui apparaît en K. Alors, sauf que le transport en K n'a pas les mêmes symétries. Donc, le souci, c'est que les équilibres de ce genre de choses, ce n'est pas des équilibres en module. Mais oui, ça fait partie de cette inspiration de se dire, tiens, eux, pour vraiment voir des spectres, ils ont besoin de faire des interactions entre modes WKV pour voir des spectres dynamiquement, pas juste d'un point de vue stationnaire. Et vous l'idée de se dire qu'à un moment, voilà. Il fallait l'écrire sous un truc de forme conservative. C'est eux, ils ont juste pas ça. Et donc, nous, on a cherché le bon truc pour que ça marche. C'est la cuisine. Hein. C'est pas vraiment une question, en fait, d'accord? C'est juste qu'à un moment, tu as décrit les choses d'un point de vue numérique, et tu as expliqué que le transport voulait absolument que ton transport numérique travaille à CFL de 1. Ouais. Parce que c'est louable du point de vue des principes. Mais du coup, je me suis fait la remarque. En ce moment, tu sais, il y a des schémas, comme ça s'appelle Lattice-Boltzmann, qui sont des trucs assez marrants, qu'on ne comprend pas très bien, mais qui sont énormément utilisés dans l'industrie pour justement des écoulements turbulents. Et on ne comprend rien, enfin, moi personnellement, moi non plus. je ne comprends rien au schéma Lattice-Boltzmann, sauf quand je comprends qu'ils font travailler tout leur transport à CFL de 1 pour éviter la diffusion numérique. Et bizarrement, c'est ce que tu fais toi aussi. Donc
Voilà, donc c'est Alors, des analogies. Tu vois. non, mais Ça, il c'est étonnant. y a une analogie réelle. Qui parle Ouais. de turbulence et de turbulence numérique. Tous les deux, ils font. Non, en fait, il y a l'analogie est vraiment réelle parce qu'il y a le coup où je fais transport et l'autre où je fais Lorstein-Uhlenbeck, c'est vraiment en fait une collision. C'est juste que c'est une collision linéaire. Dans ce cas-là, une collision linéaire. Mais c'est un peu la même démarche. Mais c'est surtout le fait que leur schéma CFL autre qu'un, Ah, ça marche plus. tout s'écroule. Quoi. Parce que ils n'arrivent plus à avoir un modèle numérique qui a l'air normal, qui a l'air correct. Alors nous, c'est assez curieux parce que ça s'écroule aussi, mais il y a des zones où ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des zones où ça marche et il y a des zones où ça marche plus. Mais je suis incapable de prévoir en amont quelle zone. C'est comme ça. Alors évidemment, c'est un vrai problème parce que si je veux faire la partie après, au moins faire de l'exploration numérique pour chercher des trucs intermittents, vu que théoriquement, on commence à sécher sur les idées, et bah, du numérique avec un truc non linéaire et une CFL égale à 1, je suis pas. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis. J'ai l'impression que le code en lattice Boltzmann, ça fait des macromolécules. Dans un certain sens, c'est la même chose que ce que les gens font lorsqu'ils font de la turbulence en plasma. C'est-à-dire qu'ils cherchent à modifier l'opérateur de collision pour Oui, c'est ça. et que c'est la même qu'ils essayent sur des grosses molécules. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Je ne veux Je pas faire dériver sur la type Boltzmann, mais ils sacrifient tout le reste de leur modèle numérique au profit du fait qu'ils veulent travailler à cette de 1 parce qu'ils disent que c'est le plus important. Ouais, bah, disons que dans les deux cas, ce qui est important, enfin, c'est quand même très difficile, enfin, c'est quand même très difficile d'aller toucher dans un truc turbulent sur un état stationnaire. Donc, le fait de pas mettre, voilà. La stratégie classique, généralement, c'est de se dire, bah, les modèles incluent eux-mêmes une viscosité, que la viscosité du modèle est suffisante pour le numérique. C'est souvent ce qui est implicitement su. Mais ça, il y a pas de preuve. Yann? Oui, c'est parce que en turbulence, en général, on dit qu'en dimension 3, la cascade est directe vers des modes. Yes. Et par contre, en dimension 2, c'est une cascade inverse. C'est-à-dire qu'il y a des petites structures qui font des grosses structures. Et donc, est-ce que vous avez essayé de trouver un modèle qui a la même propriété quand on joue sur la dimension? Alors, ça dépend de quelle quantité on regarde chaque fois. Parce que j'ai que entre la cascade d'anthropie et la cascade d'énergie, c'est vraiment quelle quantité. Alors, oui, premier truc, c'est que déjà, pour avoir ce que tu dis, pour avoir un mélange des deux, il faut déjà que je travaille avec des champs qui sont à divergence nulle. Bon, voilà, ça, on a un peu généralisé pour un champ de divergence nulle. Ouais, et deuxième chose, bah, si je veux avoir le mélange des deux cascades, bah, le truc naturel, ce serait de faire, au lieu de faire une équation de transport, ce serait une équation d'onde. Donc, bah, à faire. Déjà, je crois que j'ai pas très bien compris. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas très bien compris. C'est que je sais pas trop comment mathématiquement avoir une propriété intéressante de la cascade inverse. Que la cascade directe, ce que j'aime bien, c'est de me dire, bah, je perds de la régularité. Je pars d'un truc régulier. Alors que la cascade inverse, je pars d'un truc qui est régulier, parce que ça reste spectralement localisé, certes, au nombre d'ondes, mais ça reste infini vu que c'est spectralement localisé. Et puis en temps long, bah, je vais avoir un truc qui est, certes, va faire remonter, ce qui va rester, c'est infini. Donc je ne sais pas trop comment avoir une propriété mathématique intéressante à mettre en avant. C'est une idée? Bon, dommage. Enfin, Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai demandé en ligne, mais voilà. Si quelqu'un a une question en ligne, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Et sinon, bah, on peut remercier Geoffrey une nouvelle fois. Ouais.